Bonjour à tous. Donc, j'interviens, je suis directrice qualité et partage d'informations au sein de l'ASEI. Et comme l'indiquait monsieur Clanet, donc, qui accompagne et accueille des personnes en situation de handicap à tous les âges de la vie, donc du plus petit au plus âgé, avec un public extrêmement varié de personnes en situation de handicap moteur, psychique, de déficience sensorielle, de difficultés, de troubles neurodéveloppementaux, de troubles spécifiques des apprentissages, donc ce qui nous donne une grande variété finalement de types d'accompagnement et de types de personnes que l'on accompagne. Voilà, donc pour particularité aussi, donc on a une centaine d'établissements qui sont répartis en région Occitanie, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine et en Île-de-France, ce qui crée là aussi des difficultés, en tout cas au moment de la crise, dans la gestion de nos structures, parfois à longue distance, et ça a engendré des particularités aussi. Donc un grand merci de m'accueillir et de pouvoir témoigner de ce retour d'expérience. Le contexte de la crise, comme ça a été dit, hein, c'est effectivement la difficulté que nous avons rencontrée dans le respect des droits fondamentaux et des droits individuels des personnes que nous accompagnons. Avec, finalement, nous sommes retrouvés dans une ambivalence puisque notre projet associatif promeut de façon forte l'autodétermination des personnes que nous accompagnons, et nous nous sommes retrouvés obligés de mettre en second plan et de mettre en retrait cette volonté de développer l'autodétermination. Ce que je souhaitais souligner également, c'est que la notion de temps est extrêmement importante dans la gestion de cette crise, puisque nous avons vécu tous ensemble des épisodes successifs et qui ont apporté des angles de vue différents et donc des niveaux de réponse différents à chacune de ces étapes. Et qu'au départ, la décision, elle a été vraiment en phase aiguë. On a été beaucoup dans l'action, beaucoup dans l'application de règles qui nous ont été édictées, de protocoles sanitaires qui nous ont été quasi imposés. Et cette notion de réflexion et de prise de recul, elle a dû être mise en stand-by en quelque sorte. Par contre, ce que nous a apporté malheureusement la durabilité de cette crise, c'est que progressivement, on s'est à nouveau autorisé à prendre du recul, à réfléchir, à trouver de l'intérêt vraiment dans une individualisation de la réponse et dans ce souci de l'équilibre entre le bénéfice et le risque pour chacune des personnes qu'on accompagne. Aujourd'hui, la crise dure. Et c'est malheureusement pour chacun difficile, et ce qui nous apparaît vraiment fondamental pour guider notre action, c'est de sauver l'humain, et donc l'humain à tout prix, mais dans sa dignité, son autonomie et pas uniquement sa santé physique. Le paradoxe de la situation, c'est que finalement l'intérêt collectif apporte de la solitude et de l'isolement pour chaque individu. L'approche bien traitante au plan sanitaire a conduit à contraindre des personnes, à modifier des règles de vie et à restreindre leur liberté. Donc, ce que je souhaitais partager avec vous, c'est les retours d'expérience de terrain que l'on a pu consolider au niveau associatif, à la fois pour les structures qui accueillent des adultes, des personnes âgées, mais aussi les structures pour enfants et adolescents, avec forcément des singularités et des retours qui vont être très différents et liés aussi aux modalités d'accueil et d'accompagnement habituelles. Dans nos structures adultes, on a été confrontés donc à des étapes successives, à des situations singulières qui nous ont à chaque fois obligés à réfléchir et à s'adapter avec un grand désarroi parfois de la part de nos professionnels. Alors successivement dans le temps, on a vu apparaître d'abord le confinement avec une absence de protection individuelle, à la fois pour nos professionnels, mais aussi pour les personnes que l'on accompagnait. Et là, il était difficile pour nous d'argumenter et d'expliquer comment se protéger dans un contexte où finalement on avait peu de choses pour le faire. Et puis, on s'est retrouvé dans l'étape juste après à devoir déployer ces mesures barrières et à imposer le masque. Ce masque qui bride, entrave la relation. Pour des personnes qui étaient en difficulté de compréhension, c'était extrêmement aussi
ambivalent pour nos professionnels. Est arrivée ensuite, malheureusement, la gestion des clusters, avec le regroupement de personnes, selon leur statut infectieux, une forme de tri, des changements de chambre, des regroupements, qui ont été très mal vécus, d'autant que les personnes sont dans leur lieu de vie et dans leur domicile. La diminution de certains soins, avec l'absence d'intervenants extérieurs à certains moments, puisque cela nous était impossible. Des confinements en chambre qui ont engendré des troubles du comportement, parfois très graves, des dépressions. L'isolement des proches et des familles, avec l'absence de visites, les limitations, comme on a pu en parler également. Et puis est arrivée la vaccination. Alors on était tous très heureux de pouvoir y accéder. Au décours de tout ça, eh bien, il a fallu recueillir le consentement. Alors bien sûr, le consentement, ça nécessite de reconnaître la capacité d'expression de la volonté claire d'une personne. Cela nécessite d'écouter, et aussi d'écouter les familles, d'écouter les tuteurs, avec parfois des situations d'avis opposés entre la personne accompagnée et son parent, son tuteur, avec la volonté à chaque fois de maintenir le dialogue et de maintenir des bonnes relations, et parfois des situations de tension extrême entre la personne accompagnée et ses parents. Et puis, la vaccination s'est déployée. Nous avons organisé prioritairement la vaccination pour les personnes que nous accompagnons. Et puis, très, très naturellement, elles nous ont renvoyé, eh bien maintenant, qu'est-ce qui va changer pour nous? Peut-on reprendre nos activités normales? Peut-on sortir? Peut-on enlever nos masques? Et pourquoi les professionnels ne se font-ils pas vacciner? Pourquoi n'êtes-vous pas rentrés dans ce schéma-là, vous aussi? Bien sûr, c'était avant l'obligation vaccinale, mais ça nous a renvoyé nous-mêmes à nos propres paradoxes. Et puis, au décours de tout ça, est apparu aussi le questionnement résurgent sur le recueil des directives anticipées, souvent délicat auprès des personnes que nous accompagnons, avec là aussi la nécessité de reconnaître la capacité d'exprimer ses choix et de les consolider par écrit. Au final, donc, nous avons été contraints d'agir parfois contre le respect de l'autonomie de la personne, mais on peut quand même souligner l'inventivité de nos professionnels, leur capacité d'adaptation, de leurs pratiques et des accompagnements pour prendre soin de chacun, avec bien sûr une écoute renforcée, de nombreuses animations, parfois très simples, mais pour rompre le sentiment d'isolement et de solitude, le maintien des liens familiaux à tout prix, avec bien sûr des outils numériques, des rencontres sécurisées qui ont été assez rapidement organisées parce qu'on trouvait que ça devenait impossible autrement, des réunions très régulières avec les représentants des usagers et des familles, plus que d'habitude, avec cette obligation de tenir informés les conseils de la vie sociale, et qui a tissé d'autres liens de façon beaucoup plus forte que d'habitude. Et puis, nos équipes nous ont ramené aussi un retour à un accompagnement plus centré sur l'essentiel. Le fait d'avoir diminué des activités extérieures, d'être parfois dans un excès d'occupationnel finalement pour nos résidents, ça nous a obligés à reconsidérer quels étaient leurs besoins essentiels et à y apporter des réponses. Dans nos structures pour enfants, nous avons vécu les choses de manière un petit peu différente. Donc on accueille des enfants et des adolescents de différentes manières, en structure ambulatoire, parfois des services à domicile, de l'accueil de jour, de l'accueil de nuit. Dans les premiers confinements, les structures pour enfants, elles étaient tout simplement fermées officiellement. En tout cas, le regroupement était interdit. L'intérêt collectif a donc apporté une forme de perte de chance, comme on a pu le voir dans le milieu scolaire avec la fermeture des écoles. Et de ce fait, nous avons été contraints de diminuer les soins et les accompagnements. Pour autant, l'analyse bénéfice-risque et l'intérêt individuel nous ont poussé vraiment très fortement à maintenir d'autres formes de liens et d'autres solutions alternatives, avec, pour des professionnels qui n'y étaient pas du tout habitués, des visites à domicile ou dans des lieux différents, dans des parcs, des rencontres un peu impromptues, inattendues, organisées, des soins à distance avec le développement d'outils de télésuivi, d'outils de rééducation à distance, des cours à distance, des rencontres finalement qui ont été un peu
impromptu aussi, mais sur site dans nos établissements, alors même qu'on n'était pas forcément fondé à le faire, mais ça devenait en urgence vraiment important pour nous et pour les familles. Et puis, progressivement, la mise en place d'accompagnement mixte, un peu de présentiel, en tout petit groupe, un peu de visite à domicile, un peu de cours en visio, un peu, voilà, des choses très variées pour avoir un accompagnement le plus personnalisé possible. Ce qui est apparu aussi, en tout cas pour les structures pour enfants et adolescents, c'est un renforcement des liens avec les familles et l'entourage, avec finalement plus d'échanges avec les parents, avec la fratrie, dans un contexte très différent de celui qu'on avait l'habitude de connaître, dans leur lieu de vie, dans leur domicile, que nous ne connaissions parfois pas du tout, avec des situations sociales qui n'avaient pas forcément été repérées comme étant précaires, mais que nous avons découvert à cette occasion-là. Et de ce fait, ce qui est resté vraiment pour nos professionnels, c'est cette prise de conscience de la place essentielle dans les accompagnements de la famille et de la fratrie, avec une forme de prolongement dans le foyer familial. Ce qui a été intéressant aussi, c'est que des réunions de suivi de projets personnalisés ont été organisées en visio et on a vu apparaître une amélioration de la participation des parents, ce qui était un bénéfice induit qui était imprévu pour nous et ce qui a été fortement pérennisé, bien sûr. Ce qui a été également rencontré, c'est à l'inverse de ce qui pouvait arriver dans les structures adultes, c'est des situations d'épuisement familial avec une grande demande de solutions de répit. Ces solutions de répit, elles ont bien sûr été mises en œuvre en urgence, mais ce sont des choses qui se sont pérennisées avec des plus grandes amplitudes d'accueil pendant les périodes de congés scolaires, par exemple. Et ce qu'il convient de noter également, c'est que chez les enfants et les adolescents, ce confinement, ce huis clos, la diminution des interactions avec d'autres enfants, avec leurs pères, a engendré malheureusement, comme ça a été largement décrit, des troubles psychiques, avec de ce fait des mesures de soutien psychologique qui ont dû être fortement renforcées. Pour terminer, un petit mot sur nos professionnels, puisque c'est quand même extrêmement important de souligner que désormais, on a quand même resserré les liens, les rangs avec des relations de travail qui sont fondées sur la bienveillance et un intérêt renforcé pour la santé de chacun, que ce soit son collègue de travail, mais aussi les personnes, les enfants, les adultes que nous accompagnons. Ce collectif de travail s'est vu renforcé avec un effort exemplaire de solidarité et d'adaptabilité. Et nous avons eu l'occasion d'organiser avec eux de nombreux retours d'expérience, des groupes d'analyse de pratique et même des cellules de soutien psychologique pour les aider à être performants dans la durée. Au final, ce que l'on peut en retirer pour l'amélioration de nos pratiques, c'est qu'il est important de soutenir notre action, dans l'action de chacun, dans la transparence et dans la confiance. C'est ce que nous avons essayé de maintenir à tout crin et ce que nous veillons à maintenir pour l'avenir. De défendre, bien sûr, la personnalisation des accompagnements et l'autodétermination des personnes accompagnées. Mais au final, même si l'intérêt individuel doit toujours être préservé, ce qui me semble important, c'est qu'il faut trouver vraiment un équilibre, puisque le collectif, c'est bien lui qui fait société et qui fonde notre solidarité nationale. Voilà, je vous remercie.